Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue Conflit. J'ai l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir ici parmi nous l'illustre Jérôme Fourquet, directeur du département études et opinions de l'IFOP, et son nouveau livre, La France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil, écrit à quatre mains et agrémenté de cartes et de statistiques fort intéressantes, un peu comme une continuation ou un complément de l'énorme succès de l'archipel français qui avait été couronné en 2018, si je ne m'abuse. Ce livre, La France sous nos yeux, est un peu un pendant sociologique ou scientifique des romans de Michel Houellebecq. Un livre qui est à équidistance entre le reportage de presse, l'analyse sociologique statistique, pluridisciplinaire, un peu à l'école des annales, indispensable en tout cas selon moi pour comprendre la France de 2022, la France de la campagne électorale qui s'ouvre. On dit même d'ailleurs que votre livre est très étudié par les équipes de campagne, y compris celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Alors j'ai lu ça, voilà, mais j'en sais pas plus. On vous a pas contacté? Non, pas contacté directement. Mais... D'accord. Alors votre livre s'ouvre un peu de façon à reprendre des thèmes que vous avez déjà abordés, notamment sur la France périurbaine, mais au-delà même des premières couches périurbaines, la France oubliée, la France, vous citez les exemples de Tonnerre, de Decazeville, de Contrexeville, des villes moyennes autrefois prospères, mais qui aujourd'hui ne sont plus dans l'orbite des grandes métropoles et qui périclitent. Mais est-ce que vous avez observé justement par rapport à vos derniers livres un changement par rapport à ce constat? Alors par rapport à l'archipel français, c'est effectivement on a essayé d'apporter un autre éclairage toujours sur le même objet qui est la société française contemporaine. Et vous savez, c'est un peu comme quand on place des lumières pour éclairer une cathédrale ou un bâtiment en fonction de l'endroit où vous mettez les spots. On va pas avoir le même rendu et c'est souvent multipliant les angles qu'on peut rendre compte de la complexité, voire de la beauté d'un édifice ou d'un bâtiment. Donc là, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec ce livre, s'intéresser beaucoup moins à la politique, mais beaucoup plus au mode de vie, à la sociologie, à l'économie. Et donc le but était d'apporter un éclairage complémentaire et pas forcément de raconter la suite, puisqu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, entre le premier et le deuxième livre. Donc la société française n'a pas évolué fondamentalement durant cette période. Les lieux auxquels vous faites référence s'inscrivent dans une partie du livre, qui est la partie première, qui relate une transformation majeure de la France entre les années 80 et nos jours, qui était ce qu'on a caractérisé comme un changement de modèle économique, avec une économie qui était organisée autour de la production, l'industrie, l'agriculture, la pêche sur nos côtes, à une économie qui tourne dans tous les sens du terme, aujourd'hui essentiellement autour de la consommation, des loisirs et du tourisme. Et un des grands avantages de l'industrie était qu'elle était implantée partout sur le territoire, notamment dans cette fameuse France périphérique et notamment dans cette France des villes moyennes. Une ville comme Tonnerre aujourd'hui, qui a perdu sa grande usine Thomson, qui s'appelait la Stelli, il y avait 2000 emplois. Et donc la ville a perdu aussi d'autres petites unités industrielles, un atelier de confection petit bateau par exemple, etc. Ne s'est jamais véritablement relevé de cette saignée industrielle parce que elle est trop loin d'une grande ville pour en devenir une banlieue dortoir ou une commune dortoir. Elle n'est pas dans une zone touristiquement très attractive. Elle n'est pas non plus sur les grands axes de circulation ni au bord de mer. Et donc, elle n'a pas eu de planche de rebond, contrairement à d'autres territoires qui ont pu entamer leur mutation vers une économie présentielle ou résidentielle ou touristique ou de loisirs. Et du coup, une des voies de sortie de ces villes, c'est souvent soit le supermarché, soit ce qu'on pourrait appeler la Disneylandisation du territoire à travers des petits parcs de loisirs. On parle de Decazeville, mais effectivement, il y a eu un projet, c'était le cas aussi, je crois, en Moselle. Oui.
Et ça amène aussi, vous parlez aussi de The Village, hein, c'est-à-dire des espèces de centres commerciaux un peu kitsch, on va dire, un peu sur le format Disneyland. Des villages de marque. Des villages de marque, voilà, où on va essayer d'attirer une clientèle un peu lassée peut-être par le supermarché, en quête de bonnes affaires, pour pouvoir consommer. Alors, effectivement, dans beaucoup de ces territoires qui ont été frappés par la désindustrialisation, une fois que l'usine a fermé, le premier employeur devient soit l'hôpital public ou la municipalité, qui se bat pour obtenir ce rang ou ce statut de premier employeur avec la grande surface du coin, qui deviennent les principaux moteurs de l'économie locale. Dans d'autres endroits, effectivement, notamment à partir de le milieu des années 80, les décideurs locaux publics, municipalités, conseils généraux, régions, comme les décideurs étatiques, ont essayé de développer d'autres activités pour prendre le relais de l'effondrement de l'industrie. Et effectivement, alors c'est pas partout en France, mais dans certains endroits, on a joué la carte de l'économie récréative, du loisir, avec le développement d'un certain nombre de parcs à thème qui se sont multipliés en France et qui sont aujourd'hui, alors il y a des réussites, il y en a qui sont un peu moins florissants. Et donc on prend l'exemple typiquement de ce parc en Moselle qui s'appelle aujourd'hui le parc Walligator, qui au milieu des années 80, le projet initial c'était le parc des Schtroumpfs, et qui a été construit sur les ruines d'un grand laminoir qui était un des plus grands sites métallurgiques en France et en Europe, qui appartenait à Usinor. Et donc quand cette entreprise ou ce site a fermé, la DATAR, les collectivités locales se sont demandé ce qu'on pouvait faire, et on est parti sur ce projet de parc. On a le même phénomène, par exemple, dans le sud de la France, à Carmaux, à Patry de Jaurès, où il y avait une grande mine à ciel ouvert, une mine de charbon. Donc on a laissé un cratère béant, qui s'appelle la mine de la découverte, et qui a été reconverti là aussi, avec perfusion d'argent local, public local, en un espèce de parc aventure, avec une grande tyrolienne là, qui relie les deux extrémités du cratère. On pourrait évoquer aussi en Île-de-France la construction du Stade de France, équipement public majeur, qui s'est érigé sur le territoire qu'on appelait la Plaine Saint-Denis, qui était jadis la deuxième plus grande concentration d'industrie lourde en Europe après la Ruhr. Et là aussi, on l'oublie, c'était aux portes de Paris. Tout ça avait des implications électorales, bien évidemment. Cette fameuse banlieue rouge était une banlieue ouvrière et industrielle. Le PC s'était implanté, enraciné dans ce territoire. Et donc, les délocalisations, la volonté aussi d'éloigner les usines polluantes du cœur de l'agglomération ont engagé la métamorphose de la Plaine Saint-Denis. Et donc, on y a implanté le Stade de France, parce qu'on estimait que une métropole comme Paris, au niveau européen, devait avoir un stade. Oui, puis c'était la Coupe du Monde, évidemment. La Coupe du Monde. Alors ensuite, on a installé aussi des sièges sociaux d'entreprises. Il y a toute une reconversion. Donc ça, c'est une voie possible. On peut pas mettre des parcs de loisirs partout. Il y a également ce que vous évoquez dans d'autres endroits, c'est-à-dire des villages de marque qui sont, comme vous l'avez dit... Marc Avenue, par exemple, à Romans-sur-Isère. Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce que ces villages de marque, initialement, ils s'appellent des magasins d'usine. Et donc, ça, Marc Avenue à Romans. Romans, c'est la capitale de la chaussure. Et donc, on avait construit des magasins au cul des usines, en sortie de l'usine, pour vendre ou déstocker des marchandises. Il y avait la même chose à Troyes, la ville de Troyes, qui était pendant très longtemps la capitale de ces magasins d'usine. On faisait plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres pour aller acheter des produits textiles à prix bradé. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ces magasins sont restés, mais les usines ont fermé. C'est-à-dire qu'à Romans, il n'y a quasiment plus d'usines de chaussures. Il y a peut-être quelques ateliers encore spécialisés dans le luxe, chaussures de luxe, des chaussures type Paraboot ou autres qui sont fabriquées encore dans la région. Mais sinon, tout ça a périclité. Donc ça, c'est les magasins d'usine. Et puis, il y a le concept un peu plus sophistiqué de village de marque, où là, on crée ex nihilo, donc il y a des promoteurs qui se mêlent à l'affaire. On crée ex nihilo des zones où on peut aller faire du shopping, mais également manger, se distraire et déambuler. Et donc c'est très très américain comme concept. Et donc tout ça fleurit un petit peu partout en France.
Mais cette France loisir, il y a d'autres exemples qui me viennent en tête et qui sont tirés de votre livre. Vous soulignez notamment que, par exemple, Disneyland ou le zoo de Beauval, finalement, donc Disneyland a supplanté le château de Versailles en termes de visiteurs, et le zoo de Beauval a supplanté Chambord, avec des graphiques qui sont très parlants. Et ça dit quoi de la société française ? Alors ça dit plusieurs choses. D'abord, encore une fois, le poids de l'économie touristique. On sait que la France est la première destination touristique au monde, mais notre pole position ne doit rien au hasard, c'est-à-dire qu'on a une palette d'offres qui est tout à fait hétéroclite, c'est-à-dire qu'on a à la fois des destinations traditionnelles, notre patrimoine historique notamment, et puis également d'autres produits à offrir aux touristes étrangers ou français. Et donc, par exemple, Disneyland Paris, aujourd'hui, c'est la première destination touristique d'Europe, donc de France. Hors période Covid, c'est 15 à 16 000 emplois sur site. Donc c'est le premier employeur, les économistes disent, monosite de France. Et puis effectivement, on s'intéresse au cas du département du Loir-et-Cher, où pendant, j'allais dire des siècles, la principale vitrine touristique était Chambord. Et depuis l'arrivée d'un couple de pandas généreusement prêtés par le gouvernement chinois à la France au zooparc de Beauval, eh bien le zooparc de Beauval aujourd'hui enregistre 1 500 000 entrées par an contre 1 million à Chambord. Alors Chambord se défend bien. Et donc si vous êtes le président de l'office de tourisme du Loir-et-Cher ou le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, il faut absolument vous soucier de la santé de vos pandas. Parce qu'en plus, il me semble que le président du conseil départemental était souvent très proche des Chinois aussi. Maurice Leroy. Donc c'est peut-être pour ça qu'on... Et le zooparc de Beauval, c'est 850 emplois. Et donc dans le sud du Loir-et-Cher, depuis que au début des années 2000, l'usine Matra de Romorantin a fermé, c'est sans doute le zooparc de Beauval qui est le premier employeur privé de ce territoire. Donc ça dit encore une fois là, le rôle tout à fait central de cette économie touristique dans l'activité économique française et dans la survie ou le développement de certains territoires. Et puis ça dit aussi des basculements culturels assez importants. Vous savez que nous sommes en campagne électorale, donc certains candidats parlent beaucoup d'identité nationale. Et qu'est-ce qu'une identité ? C'est des valeurs partagées, des territoires symboliques, des référentiels communs. Et si on s'intéresse à ce qu'on a appelé nous dans le livre la France d'après, donc cette jeunesse française qui a entre 18 et 35 ans, 3/4 d'entre eux, quel que soit l'endroit où ils habitent en France, Strasbourg, Perpignan, Marseille ou Calais, sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. 3/4 des Français de 18 à 35 ans. Et donc, si vous voulez faire un peu de provocation, on pourrait dire que 3/4 de cette génération a accompli son pèlerinage. Oui, c'est intéressant que vous fassiez le parallèle avec les pèlerinages, effectivement. Et vous dites aussi que sur ces emplois en fait qui sont générés par ces parcs de loisirs, etc. C'est toute une génération aussi de petits employés qui travaillent, des petits manutentionnaires, des caristes. Alors ça, j'ai débordé un petit peu parce que c'est la France Amazon, ce que vous appelez la France Amazon. La France de la logistique, oui. La France de la logistique, ça c'est très frappant. C'est-à-dire que l'ouvrier attaché à son usine, maintenant c'est un livreur, maintenant c'est quelqu'un qui... Vous parlez aussi du camion en fait qui a supplanté le ferroviaire. Ça, oui, tout à fait. Alors, intéressant. On a en fait cette économie qui a bifurqué, qui passait de la production à la consommation, au tourisme, au loisir. Et donc tout ça a eu des conséquences en cascade. On l'a vu sur l'aménagement du territoire, avec des endroits sinistrés, avec la désindustrialisation, des moteurs économiques alternatifs qui se sont développés ici ou là. Et puis ce changement de modèle économique a eu aussi beaucoup de conséquences sur, j'allais dire, la cartographie des métiers qui sont aujourd'hui exercés en France. C'est-à-dire que les catégories populaires n'ont pas disparu, mais elles n'ont plus le même visage. Et comme vous le disiez, effectivement, l'ouvrier d'usine a été remplacé par le cariste, celui qui conduit un chariot élévateur dans ses entrepôts. Très présent dans les manifestations des Gilets jaunes. Alors très présent dans les manifestations des Gilets jaunes. Les palettes, qui était l'unité de conditionnement de l'économie logistique, ont servi à construire les cabanes, les fameuses sur les ronds-points. Donc et le véhicule a enfoncé le portail. Et c'est un chariot élévateur qui a été utilisé pour enfoncer la porte du ministère de Benjamin Griveaux quand il était encore secrétaire d'État. Donc on a tous ces métiers de la logistique, on a 400 000 chauffeurs routiers en France, chauffeurs poids lourds,
Et j'ai parlé tout à l'heure du déclin de l'industrie et aussi le déclin de l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui à seulement 380 000 exploitants agricoles. Donc aujourd'hui, il y a plus de chauffeurs routiers en France que de paysans. Malgré les travailleurs détachés polonais dont on parle si souvent. Alors, et malgré ça, donc ça montre le poids tout à fait décisif de cette économie de la logistique. Alors c'est aussi ces métiers dans la grande distribution. Si les métiers de la logistique sont à dominante masculine, en tout cas dans les métiers populaires, vous avez aussi beaucoup d'emplois féminins dans un autre secteur dont on parle beaucoup ces derniers jours depuis la sortie d'un livre, une enquête assez choc sur le secteur des EHPAD et tout ce qui est donc le soin des personnes, les aides-soignantes, les aides à domicile, les aides-soignantes qui travaillent dans les EHPAD. Il y a 400 000 aides-soignantes en France, donc on pense d'abord à celles qui sont dans les hôpitaux, mais il y en a beaucoup dans les EHPAD. Il y en a dans beaucoup les aides à domicile aussi. Dans les aides à domicile, etc., etc. Et donc là, si vous voulez, le couple type de la France des Gilets jaunes, c'était le mari était cariste, oui. Et la femme était aide-soignante ou c'est aide à domicile. Ingrid Levavasseur et Éric Drouet, qui est chauffeur routier. Ouais. Et tout ça n'est pas propre à la France. Vous voyez, si on se fie au film de Ken Loach qui s'appelle Sorry I Miss You, donc Ken Loach qui suit l'évolution aussi de la classe ouvrière britannique, eh bien le couple dont on raconte l'histoire dans ce film est composé d'un auto-entrepreneur qui est chauffeur-livreur, donc il doit acheter sa propre camionnette et qui fait ce qu'on appelle dans le jargon technique la livraison du dernier kilomètre, et sa compagne est aide à domicile, et tous les deux sont en permanence timés, comme on dit en bon français, avec un beeper pour soit passer d'un patient à un autre, soit être à l'heure pour toute la livraison des colis dans une grande agglomération. Et donc on voit bien ce nouveau prolétariat. Alors bien évidemment, très faible présence syndicale, pas de conscience de classe, le sentiment d'appartenir à la France d'en bas, mais pas une conscience de classe comme il y avait dans la classe ouvrière. Également des métiers qui sont très émiettés, c'est-à-dire que beaucoup de ces gens sont seuls toute la journée, ils passent d'un client à un autre, il n'y a pas forcément de lieu, alors dans les entrepôts aussi, mais sinon beaucoup sont un travail émietté, et donc tout ça n'aide pas à faire émerger une conscience de classe. Et encore une fois, c'est beaucoup cette France que nous on appelait, là encore, excusez-moi l'anglicisme, la France backstage, c'est-à-dire la France des coulisses, qui s'est rappelée au bon souvenir de la France qui est sur scène tout le temps, en mettant son gilet jaune et en occupant les ronds-points il y a 3 ans maintenant. Il y a un autre film, ça me fait penser au film Nomade, je sais pas si vous l'avez vu, qui était aussi oscarisé et qui ça se passe aux États-Unis, mais je sais pas s'il y a ce phénomène-là en France. C'est l'histoire d'une femme en fait qui est tout le temps qui vit dans une camionnette et qui va de petit job en petit job, qui va travailler chez Amazon par exemple, un contrat court très précaire de quelques semaines et qui ensuite va enchaîner avec d'autres. Est-ce qu'on observe ça en France? Alors, je pense qu'il y a une spécificité américaine sur l'espace du territoire. Voilà, et la mobilité. Voilà. En revanche, sur le fait d'enchaîner des jobs avec des gens qui sont dans l'intérim, vous voyez, il y a un film qui sort là, qui est basé sur le livre enquête-reportage de Florence Aubenas sur le quai de Ouistreham, qui parle justement de ces femmes qui nettoient les ferries. Mais Florence Aubenas se fait embaucher dans cette équipe, mais elle a en même temps, elle est toujours dans le nettoyage, mais plein de métiers différents, et donc il faut une voiture, elle est d'un point A à un point B en permanence. Donc c'est une échelle à l'échelle française. Voilà, ouais, d'accord. Il y a aussi un autre sujet, grand sujet qui est abordé, et vous l'avez un petit peu évoqué en parlant de la Seine-Saint-Denis, la plaine Saint-Denis, c'est un peu les désillusions de la gentrification française. En tout cas, un mouvement d'aller-retour. On a classiquement l'idée que la gentrification est un mouvement à sens unique. On pousse en fait les quartiers populaires. En fait, on s'aperçoit, vous donnez l'exemple, je crois, de Bagnolet, de Pantin, qu'il y a des mouvements d'aller-retour. C'est-à-dire que la gentrification peut aller dans un sens et en même temps, les centres-villes au contraire se paupériser, c'est-à-dire que le centre se périphérise et la périphérie, elle, devient le centre. Oui, alors, dans le cas de la région parisienne, on n'est pas encore à une paupérisation de l'hypercentre. Hein. On est quand même avec des prix du mètre carré qui sont énormes. Cette question de la gentrification, on l'a intégrée dans une partie plus globale qui consiste à traiter de ce qu'on a appelé l'inégale désirabilité des territoires les uns avec les autres. Il faut savoir que hors période Covid, on a à peu près 15% de la population française qui déménage chaque année.
Alors on n'est pas comme aux États-Unis, en mettant le mobil-home sur le camion et puis on part à l'autre bout du pays. Souvent on déménage d'un quartier à un autre dans une grande ville où on va s'installer justement en périphérie ou en zone périurbaine. Il y a quelques-uns qui quittent leur région, mais donc il y a une très forte activité sur le marché immobilier, ce qui fait tout le succès, par exemple, des émissions de Stéphane Plaza là, sur M6 depuis 15 ans. Alors, hormis les talents du présentateur, il y a aussi le fait que c'est un sujet majeur pour les Français, le logement, comment j'optimise mon pouvoir d'achat immobilier, comment je vais être dans le bon quartier ou autre. Et tout ça aboutit à ce qu'on a appelé, on parlait tout à l'heure de lutte des classes, on parle de lutte des places, c'est-à-dire que ces territoires français sont inégalement désirables. La main invisible du marché nous le rappelle avec le prix de l'immobilier qui varie très fortement, par exemple, d'un quartier à un autre, d'une commune à une autre. Tout le monde, dans son cadre de vie de proximité, a en tête cette carte de l'immobilier. Tout le monde sait très bien s'il habite dans un quartier sympa ou un quartier qui l'est un peu moins. Tout le monde sait là où on aspirerait à habiter. Et donc tout ça crée des tensions très fortes entre ce que nous avons appelé la France triple A, donc le cœur des grandes métropoles, les zones touristiquement les plus attractives, l'attractivité a été encore renforcée avec le Covid, par exemple sur les littoraux. Biarritz, vous parlez. Voilà, alors la course à la mer vers le littoral atlantique. Donc Biarritz, c'est the place to be aujourd'hui en France, dans l'échelle de la tendance. Biarritz a supplanté, la côte basque a supplanté la côte d'Azur, même si la côte d'Azur se défend encore pas mal. Donc c'est cette France triple A. À l'autre extrémité de la chaîne, il y a la France reléguée, donc les banlieues les plus difficiles, les vieux bassins industriels en crise, les zones rurales les plus excentrées. Et puis entre ces deux extrémités, vous avez tout un dégradé. Et c'est là où s'exerce cette lutte des places. C'est-à-dire que tout le monde aspire plutôt à la France triple A. Et puis en fonction de votre pouvoir d'achat, eh bien vous êtes souvent obligé de vous rabattre sur un marché de report. Donc vous tombez en double A, puis en simple A. Mais quand vous arrivez dans ce marché-là, à votre tour, vous en évincez certains qui aspiraient à être là et qui donc du coup sont... Alors comment ça C'est le fameux pêcheur de l'île de Ré. Voilà. Ouais. Alors ça se traduit géographiquement de manière assez parlante, par exemple en Île-de-France, où on parlait de gentrification, c'est-à-dire que une partie des ménages relativement aisés qui ne peuvent plus se loger dans Paris intramuros commencent entre guillemets à coloniser certaines communes de la petite couronne. Donc on a une grande monographie sur Pantin, avec un jeu de kaléidoscope qui s'opère, c'est-à-dire que il y a des quartiers gentrifiables et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont ceux où la présence du logement social est importante, parce qu'on ne va pas s'installer dans cet endroit. Et de l'immigration. Et alors qui est lié à cela. Et puis on le voit aussi, vous parliez de l'île de Ré, cet étagement des classes sociales en fonction de votre pouvoir d'achat immobilier sur les littoraux, avec des tensions de plus en plus fortes, notamment depuis le Covid. Donc là, on est bien dans quasiment des enjeux géopolitiques internes entre des populations qui arrivent avec un pouvoir d'achat élevé et qui s'installent avec vue sur mer. Vue sur mer en France, ça devient un luxe aujourd'hui, et qui en évincent des natifs de la classe moyenne ou autres qui aujourd'hui ne peuvent plus concurrencer ces nouveaux arrivants sur le marché de l'immobilier local. Et donc historiquement, ces premières tensions, alors dans un contexte local très particulier, se sont observées en Corse, où les nationalistes corses avaient forgé le concept du statut de résident, en disant pour pouvoir acheter un bien immobilier, il faut pouvoir justifier d'une ancienneté de présence sur le territoire corse. Les nationalistes basques sur la côte basque en France ont repris il y a quelques années ce concept-là, parce qu'il y avait aussi une pression foncière qui était énorme sur le littoral basque, et on a vu, à l'occasion des dernières élections régionales, cette thématique et cette notion être reprise dans le débat en Bretagne, et donc là aussi, pas dans le centre Bretagne, bien évidemment, sur le littoral, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a des tensions très très fortes. Ouais. Vous parlez aussi de la banlieue, je reviens un petit peu sur Pantin et Bagnolet, ou sur lequel vous êtes. C'est la France des tacos, vous dites un peu. C'est la France qui culturellement
a un peu, notamment parler de la musique, a un peu remplacé la variété française qui chez les jeunes notamment est très puissante, mais en même temps personne ne veut y vivre. C'est-à-dire que culturellement les gens sont attirés par ce monde un peu gangsta rap et compagnie, mais personne ne veut y vivre. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, alors on reviendra peut-être sur le tacos après, qui est un concept en soi, si je puis dire, qui est assez illustratif. Qui n'a rien à voir avec le Mexique. Moi j'ai appris ça. En fait alors c'est le French tacos. France, ouais. French tacos. Ouais. Alors même du coup on s'est documenté, à la base c'est même pas mexicain, on a dit que c'était texan, ouais. Tex-Mex. Et donc ce tacos, il a été revisité dans des banlieues françaises par des jeunes issus de l'immigration. Donc comme maintenant c'est un produit iconique, il y a une bataille. Qui a ringardisé le kebab. Oui, alors il y a une bataille aujourd'hui d'appropriation, hein, comme toute légende. Et donc il y a un derby, comme souvent en France, entre Grenoble et Lyon. Est-ce que le tacos a été inventé dans une de nos banlieues? Donc, à Vaux-en-Velin, je crois que vous parlez. Alors oui, et alors manifestement, ce serait plutôt vers Saint-Martin-d'Air, donc la banlieue de Grenoble. Et donc Éric Piolle, maire écolo, a fait un tacos vegan. Tacos vegan, voilà, faut le faire, hein, parce que le tacos normalement il y a beaucoup de viande dedans. Donc ces jeunes issus de l'immigration maghrébine ont revisité ce produit mexicain ou texan. À la sauce maghrébine, comme on est en France, on a rajouté aussi la sauce fromagère, et donc vous avez le French tacos. À la différence du kebab, il a été aussi franchisé, puisqu'il y a une chaîne qui s'est montée, qui s'appelle Otacos, qui compte aujourd'hui 400 points de vente en France, hein, ce qui est énorme. Et ironie de l'histoire, ce produit qui pour nous incarne le concept qu'on appelait d'hybridation, eh bien aujourd'hui est un produit d'exportation, puisque Otacos se développe à l'export, et donc le French tacos, paradoxe, ça devient un produit assez emblématique de ce qu'on a appelé, nous, la France d'après. Alors, ça, c'était pour le tacos. Pour revenir à votre question sur le modèle banlieusard, effectivement, on voit comment ces marges, en termes de, justement, d'art, de gastronomie, de musique, d'habillement, également aussi de vocabulaire, hein, vous voyez oui, voilà, le wesh wesh, etc. Ouais. Voilà, tout ça irrigue et infuse dans la société française, y compris dans les écoles primaires et voilà, secondaires, des beaux quartiers. Et donc, s'il y a un pouvoir, un soft power banlieusard manifeste, pour autant, il ne se traduit pas en termes d'attractivité immobilière, comme vous le disiez, ou résidentielle, puisque ces quartiers continue d'être toujours assez peu... C'est parce que c'est un mouvement de jeunes, en fait, et que quand les gens vieillissent ou rentrent dans l'âge adulte, ils abandonnent peut-être ces codes un peu... Alors, là, on en est au début, mais on peut penser qu'il y a cette... Vous voyez, cette France des kebabs, ça fait plus de 30 ans maintenant que ça existe, la France du rap, etc., etc. Donc il y a une génération qui grandit avec ça, et là aussi avec des référentiels qui sont très différents de ceux qu'on a pu connaître dans les années 80. Ouais. Bah on peut le regretter quand même, parce que c'est la France aussi de la malbouffe, on peut le dire, et que on peut regretter quand même que le tacos s'est remplacé, vous parlez de la blanquette de veau ou du bœuf bourguignon, qui sont des plats traditionnels français qui sont quand même très bons, mais qui demandent un peu plus de temps sans doute pour... Voilà, alors, pour rassurer vos auditeurs, on voit dans l'enquête, parce qu'on s'appuyait beaucoup sur les sondages de l'IFOP, qu'il y a des insubmersibles quand même. Il y a le steak frites, qui est transgénérationnel et qui résiste encore très bien. Mais on a, voilà... Ça, c'est la strate américaine des années 50, Alors 60. le steak frites, il était très francisé. Je pense qu'il est adopté. Ouais. Parce que vous parlez aussi des strates, des couches culturelles qui se sont comme des sédiments reposés sur le socle de la vieille France catholique, voilà, et qui disparaît, en tout cas qui est recouverte par un certain nombre de... Voilà, donc on a essayé de faire de manière un peu schématique une coupe géologique, en disant voilà quelle est la sédimentation des différentes influences culturelles. Donc on a ce qu'on a appelé la vieille roche-mère catholique qui affleure encore à certains endroits, mais qui est quand même pas en très bon état. Phénomène intéressant aussi, dans certaines régions, on a la survivance d'une couche régionale. Donc on travaille sur la persistance des accents. Là encore en matière alimentaire, la France de l'huile d'olive et la France du beurre. Donc on voit que l'huile d'olive a franchi, sacrilège, la Loire. Ouais, il y a une forme d'uniformisation par rapport à ce que vous disiez sur l'archipel français il y a quelques années. C'est peut-être ça la différence. Voilà. Sur la consommation et les modes de vie, on a une forme d'uniformisation liée notamment à la grande distribution et liée aussi, nous sommes en campagne électorale, donc certains candidats parlent de grands emplacements, nous on parle de grands déménagements. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une société française qui a énormément bougé géographiquement
et C'est brassé. et qui s'est brassé, et donc vous arrivez dans une région et vous reprenez les codes de la région, mais vous avez aussi dans vos bagages une partie de vos pratiques alimentaires ou culturelles qui sont les vôtres. Et donc ça, c'est cette couche régionale qui survit plus ou moins, qui a été là aussi hybridée. Au-dessus, on a le dépôt d'une très épaisse couche qu'on a appelée la couche Yankee. Donc notre livre commence au milieu des années 80. Bien évidemment, l'influence américaine s'exerce depuis plus longtemps en France, mais vous montrez qu'elle ne s'est pas arrêtée, elle s'accélère en fait. voilà, elle s'accélère, elle s'approfondit. Et donc, on a parlé de Disney tout à l'heure, puisqu'on est on est autour de la table, on pourrait parler de McDonald's. McDonald's a comme deuxième marché mondial la France. Il y a 1600 restaurants McDonald's en France, donc il y a cette influence-là. On a parlé de la musique avec On pourrait parler de Netflix qui remplace progressivement le multiplex. Tout à fait. Donc alors Netflix, de notre point de vue, là, on est bien dans l'hybridation, parce que il y a une grosse, il y a une grosse source américaine, mais quand vous regardez Netflix, vous avez des séries ou des films qui viennent de la terre entière. Donc tout ça se mélange. Ce qui est peut-être moins connu aussi, c'est le dépôt d'une couche japonaise. Ouais, j'allais y venir, avec le manga. Avec les mangas, avec les sushis, avec les jeux vidéo. En région parisienne, il y a le parc des expositions de Villepinte qui abrite ou qui accueille chaque année un salon qui s'appelle Japan Expo, comme son nom l'indique, qui promeut la civilisation, la culture japonaise. Ce salon, Japan Expo, est le 3e salon le plus visité en France, après le mondial de l'auto et le salon de l'agriculture. Et quand on sortit de confinement, le premier du nom, le gouvernement a voulu faire un geste en direction des lycéens. On a voté le pass culture, un chèque de 300 € pour que les jeunes aillent au cinéma, dans les musées, les théâtres, ou achètent des livres ou des biens culturels. Et on s'est aperçu qu'ils se sont rués sur les mangas. Eh bien, les libraires que nous avons interrogés ont tous rebaptisé ce pass culture le pass manga. Et des études que j'ai vues passer indiquent que 72% du pass culture, quand il a été consommé dans les librairies, a été fléché vers les mangas. Et de la même manière que la France est le 2e marché au monde pour McDo, la France est le 2e marché au monde après le Japon pour les mangas. Et donc on voit comment tout ça... Ce qui est étonnant, parce que la culture japonaise est réputée quand même comme étant une culture, une civilisation relativement fermée, assez difficile à pénétrer, à comprendre, mais elle s'exporte très bien. Voilà, en tout cas, certains éléments de cette culture. Oui. Pas forcément toute l'organisation, mais voilà, les sushis, alors qui feraient bondir les Japonais, je pense, de souche, si ils voyaient ce qu'on mange dans certains restaurants dits japonais. Mais ces mangas, ces jeux vidéo, toute cette influence, et là encore, on voit comment les choses se sont accélérées et diffusées très largement dans la société française. Si on fait un peu d'histoire, on a déjà eu une mode japonaise à la fin du 19e, au début du 20e, autour du courant impressionniste, en peinture, avec les estampes japonaises, mais ça touchait une élite culturelle ou sociale, une certaine bourgeoisie, etc. Ouais, là, aujourd'hui, les sushis ou les mangas, la moindre petite ville désindustrialisée, vous avez le sushi, et il y a forte chance que les jeunes du coin, ceux qui lisent un peu, aient des mangas dans les mains. Ouais. Il y a un bon exemple aussi de cette France qui a changé, qui continue de changer. Ça me fait penser au slogan d'Europe 1, là, écoutez le monde changer. Je sais pas pourquoi. Vous parlez aussi des nouvelles pratiques religieuses. On a parlé des pèlerinages à Disneyland, mais vous parlez, ça, je trouve ça très intéressant. La France catholique se retirant, on a de nouvelles formes de spiritualité qui arrivent, mais très variées. Alors ça peut être du chamanisme, ça peut être de la sorcellerie, des pratiques d'occultisme. Ça se traduit développement aussi... personnel, le yoga. Oui, aussi beaucoup de yoga. On revient au Japon, enfin en tout cas à l'Asie. Évidemment le salafisme qui fait partie aussi de. Tout à fait. Et puis l'usage qui se traduit aussi par un usage de psychotropes très important. Oui, alors, et on peut rajouter aussi le courant évangélique, parce qu'on se concentre médiatiquement, en partie à juste titre, sur la question de l'islam, qui est vraiment un sujet important en France, mais à bas bruit, on a d'autres courants religieux qui sont assez prospères, qui sont les courants évangéliques. Oui, qui posent moins de problèmes de sécurité, il faut quand même le dire. Alors, tout à fait, mais dont certains Français, beaucoup de Français ont découvert l'existence à l'occasion de la pandémie. Vous savez que le fameux cluster 0, c'était ce rassemblement évangélique à Mulhouse. Et beaucoup de Français se sont rendus compte que qui était capable aujourd'hui de mettre 2000 personnes
ensemble dans un lieu clos pendant une semaine, à chanter, à prier, à réfléchir. Mais c'était les églises évangéliques. Il me semble qu'il y a eu le même phénomène à Perpignan, mais autour des Gitans, non? Alors, on a ces courants évangéliques. Terre que vous connaissez bien, le Pyrénées-Orientales. Ces courants évangéliques ont ciblé différents groupes. D'abord, alors, comme les églises évangéliques sont très diverses, archipélisées elles aussi, certaines se sont, j'allais dire, spécialisées soit sur la population qui est originaire des dom-toms, soit d'Afrique subsaharienne non musulmane. Donc c'était beaucoup les banlieues, mais aussi nos territoires d'outre-mer. D'autres ont évangélisé, c'est le cas de le dire, la communauté des gens du voyage. Alors, ou réévangéliser parce qu'ils étaient catholiques, voilà. Et donc soit les gitans sédentarisés comme à Perpignan, soit ceux qui ont gardé leur tradition de voyage. Alors, on pourrait faire un parallèle entre l'islam et ces courants évangéliques en disant que dans le vide spirituel qui a résulté de l'effondrement de la vieille matrice catholique, il y a un marché qui s'est ouvert, si on peut l'appeler comme cela, et donc on a ce type d'offre, on va raisonner un peu en termes marketing, vous m'en excuserez, qui est une offre hyper structurée et très complète. C'est-à-dire que vous achetez un menu, et donc vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, et vous êtes aussi encadré dans votre vie quotidienne. C'est aussi ce que recherchent, je pense, beaucoup de gens qui s'inscrivent dans cette démarche prônée par les églises évangéliques. C'est-à-dire qu'il y a des cours du soir, du soutien scolaire, des fêtes de quartier le week-end, etc. Donc il y en a, comme aux États-Unis, il y a un aspect qui est très très communautaire. Et puis, dans ce vide spirituel, si vous n'êtes pas adepte des solutions clés en main, eh bien, vous avez tout un mix qui vous est proposé où on pourrait reprendre là le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes, ou le slogan de Nike, do it yourself, c'est-à-dire qu'on se bricole son propre référentiel religieux. Donc le yoga, par exemple, il y a évidemment une dimension sportive et d'entretien de son corps, mais aussi une démarche spirituelle. Et le yoga, s'il a un si fort écho en France, c'est qu'aussi, sur le plan spirituel, il est très meuble et plastique. C'est-à-dire qu'on peut y incorporer tout ce qu'on veut. Vous avez parlé, voilà, J'ai pas parlé tout de suite du yoga parce que pour moi c'était une pratique assez ancienne finalement en France, voilà, qui date même des années, on peut revenir aux années 60-70. Ah oui, mais aujourd'hui c'est massif. Oui. Et vous avez 20% de la population française qui déclare s'adonner au yoga. Hein, donc là aussi, voilà, on dit pas que tout a commencé. Et le Bouddha dans le jardin a remplacé le nain de jardin. Voilà, le petit Bouddha, voilà, les petits Bouddhas dorés. Alors, et donc chacun, voilà, se fait son propre marché. Alors sur cet univers spirituel, on est un pays qui s'est très fortement déchristianisé et qui a un pays qui est très fortement agnostique aussi. Hein. Quand on demande, alors c'est des sondeurs qui travaillent là, donc quand on sonde les esprits, c'est parfois les croyances, c'est un peu compliqué, mais quand on demande aux gens, est-ce que les questions de transcendance, de vie après la mort, de sens de l'existence vous travaillent ou pas, on a une France qui est coupée en deux. 50% ne se pose pas de questions existentielles, mais on a quand même 50% qui s'en posent, dont à peu près 20% qui s'en posent beaucoup. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, la réponse traditionnelle et historique est en crise ou fait beaucoup moins recette, le catholicisme qui a encore quelques décennies. Et donc, dans ce vide spirituel et cette quête de sens, eh bien, beaucoup d'offres se sont créées. On parle aussi beaucoup du succès tout à fait spectaculaire des coachs en développement personnel. Encore une fois, vous parlez avec des livraires, ils vous disent qu'à côté du rayon manga, le rayon qui marche le mieux, c'est tout ce rayon développement personnel, éthique de vie. Alors vous avez, c'est très américain aussi. Tout à fait. Hein, vous avez un livre qui s'appelle les 4 accords Toltec. Hein, donc on prend une spiritualité maya ou autre. C'est des best-sellers en France aujourd'hui. Hein, donc on a tout ça. Et on met aussi dans ce chapitre la focale sur le développement aussi très fort de tout ce qui est tout ce qui tourne autour de la psychologie, magazine comme Psychologie Magazine, le nombre de psys qui augmente crescendo puisqu'on en forme plusieurs milliers par an, et donc le recours à un psy qui est devenu quelque chose qui est complètement banalisé là aussi dans les années 60, 70, ça prend son essor, mais comme d'habitude. C'est le nouveau confesseur en fait. Et voilà, j'ai dit voilà
le divan ou la banquette du psy a remplacé le confessionnal, hein, pour beaucoup de Français. Et puis, on peut aussi ranger dans tout ça le recours aux psychotropes, qui peut être aussi une réponse pour certains à ce vide existentiel ou à cette quête existentielle ou spirituelle, hein, qui s'est énormément développée. Alors, soit médicalisé, on est très bien placé en termes d'antidépresseurs en France, et le Covid a rien arrangé là-dessus. Et on est aussi en Europe un des pays où on consomme le plus de cannabis. Et donc là, on revient au chapitre du début où on a fait la carte des interceptions des GoFast depuis 10 ans. On voit que de la même manière que Amazon et la grande distribution ont su développer un énorme attirail et appareillage logistique pour desservir les points de vente et les clients, le marché de la drogue étant ce qu'il est, il faut une logistique très puissante. Et donc c'est toute cette économie du go fast qui s'est mise en place. Donc ils empruntent les mêmes itinéraires que les camions Amazon, mais en transportant d'autres marchandises. Bientôt, peut-être qu'Amazon va nous distribuer de la drogue. Alors, cette drogue se commercialise de plus en plus en livraison à domicile, effectivement. Oui. On l'a vu notamment pendant le Covid où tout à fait. Il y avait plus de point de deal, donc c'était les livreurs qui allaient directement livrer à domicile. Tout à fait. Il y a d'autres éléments d'uniformisation qui me viennent en tête dans votre livre et qui sont tout à fait intéressants. C'est le barbecue quand même autour du modèle quand même américain du pavillon. Enfin, qu'on ne dit plus pavillon, on dit, je sais plus quel terme vous employez. Vous expliquez qu'en tout cas que pavillon est maintenant un peu connoté négativement. Donc la maison de campagne, en fait, qui peut être la résidence secondaire. Et il y a un autre élément qui m'a beaucoup amusé dans votre livre, c'est les microbrasseries qui se sont multipliées. Hein. La France de la bière, elle devient partout. Elle a même remplacé le vin. Enfin. Alors, alors sur ces microbrasseries là également, vous voyez comment la vieille couche régionale est quand même mise à mal. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, là encore, hein, qui vient des États-Unis. À craft beer, à Brooklyn ou autre. Et donc ces micro-brasseries, d'abord en centre urbain, dans un ancien atelier, etc. Mais aujourd'hui, ce phénomène a essaimé partout en France. Donc on s'est appuyé sur les travaux d'un spécialiste là, qui en a recensé près de 2000. Et donc on voit qu'il y a une forte densité, bien évidemment, dans les anciens pays de bière, hein, le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace, mais que même dans les pays de vin, dans le Languedoc ou dans le Bordelais, aujourd'hui, il y a les micro-brasseries. Donc ça, c'est aussi un élément de changement culturel. Mais ça fait aussi revivre un peu les campagnes, parfois. Oui, bien, alors c'est pas forcément critiquable, hein, c'est juste, nous, là, on porte pas de jugement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, à un moment, on s'est dit, ça peut être un peu... gadget ou attrape touristique. Ouais. Attrape touriste en disant la bière du coin. Et on s'aperçoit que même dans les zones où il n'y a pas de flux touristique important, on a des microbrasseries donc qui doivent vendre, non pas aux touristes de passage qui veulent goûter des productions locales, mais aux locaux qui sont contents de trouver des bières de la région avec des goûts sans doute différents de ceux de la grande distribution. Alors pour ce qui est du barbecue, là on est sur ce qu'on a un élément important de ce qu'on a appelé nous le modèle ou le rêve ou l'idéal Plaza majoritaire. Donc on rend hommage à Stéphane Plaza, l'agent immobilier le plus célèbre de France. Et en fait, quand vous regardez ces émissions, il y a une promotion très claire d'un modèle qui est le modèle de la maison individuelle avec jardin et le jardin pour y faire le barbecue, recevoir la famille et les amis. Précisément le modèle que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, il y a quelques mois maintenant, a désigné comme étant une impasse économique, sociale et environnementale. On peut débattre effectivement de, comme on dit, la soutenabilité environnementale de ce modèle, puisque l'étalement urbain pose toute une série de questions. Le charbon de bois est très polluant. Voilà. Le problème pour la ministre, c'est que c'est un mode de vie auquel aspirent plus de 75% des Français. Et encore plus depuis le Covid. Donc la viande reste quand même quelque chose. C'est d'abord la maison et le jardin, le barbecue si affinité. Et là aussi, la ministre est victime d'images rétiniennes qui nous collent un peu tous collectivement à la peau, puisque elle est encore dans le schéma des années 70-80, la maison individuelle avec jardin. Ce qu'on montre dans le livre, notamment au sud de la Loire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce package, il faut y rajouter la piscine.
enterrés, semi-enterrés, de taille plus ou moins importante en fonction de vos moyens. Mais on compte aujourd'hui 3 millions de piscines individuelles en France. La France est le 2e pays au monde en nombre de piscines après les États-Unis. Et c'est un marqueur social très fort qui remplace même la voiture peut-être. Alors dans tous ces coins-là, il faut une voiture aussi. Donc il faut le garage aussi pour garer la voiture. Le 4x4, ou le SUV. Ou le SUV ou le Duster quand on a moins les moyens. Alors la piscine, c'est un exemple intéressant d'un produit qui était d'abord réservé à une élite il y a 40 ou 50 ans et qui s'est complètement démocratisé. Avec, encore une fois, différentes tailles, etc. Donc, il y a quand même un coût, bien évidemment. Mais ça fait partie aujourd'hui du rêve français, c'est la maison avec jardin avec piscine. Et plus la piscine est grande et plus on est à l'aise. Plus on est à l'aise. Alors, et si vous n'avez pas les moyens ou la place, il y a une autre extension aquatique prévue par le modèle Plaza. C'est le spa ou le jacuzzi, qui eux aussi se vendent comme des petits pains, notamment dans les magasins de bricolage ou autres. Et alors, si vous êtes un peu débrouillard, vous pouvez vous l'installer chez vous. Donc souvent, c'est une partie du garage qui a été reconvertie ou l'abri de jardin qui va faire office de spa ou de jacuzzi. Donc là encore. Et après le dîner, les amis vont tous dans le jacuzzi. Voilà. Mais alors, de la même manière que la piscine ou le barbecue, on voit bien là que on est dans la promotion de ce que l'essayiste Vincent Cockbert appelle la civilisation ou la société du cocon. C'est-à-dire qu'on investit très fortement sur la sphère privée et familiale et que ce barbecue et cette piscine, contrairement à la terrasse du resto ou à la piscine municipale, c'est vous qui en maîtrisez l'entrée et la sortie. C'est-à-dire que vous filtrez et vous décidez, il y a une sociabilité, mais qui est une sociabilité privative. Et donc on reste dans l'entre-soi avec ses proches, ses amis, et on essaye de s'écarter des lieux où on pourrait être amené à côtoyer des publics qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer. C'est le stade ultime de l'archipélisation. Là, on est vraiment sur des micro-îlots. Voilà, là on est sur le cocon. La brique élémentaire, c'est le cocon. Et donc on voit encore que, une fois, la puissance du modèle américain, puisque tout ce qu'on décrit là, c'est en fait le mode de vie des suburbs américaines, en fait. D'ailleurs, c'est un peu triste, moi je regrette un peu, mais vous donnez l'exemple du Puy du Fou, enfin, de la Vendée, où les clubs de country, même en Bretagne, essaiment malgré une forte, identité régionale. Oui, en Alsace aussi, donc c'est pas contradictoire. Et donc tout ça s'hybride. Alors ça donne parfois des choses assez déroutantes. Moi, je suis originaire de la Sarthe. Donc je discutais avec je discutais avec des élus locaux qui me disent oui, dans chaque canton il y a encore le comice agricole. Et donc vous dites alors qu'il y a plus de 380 000 agriculteurs, mais donc il y a encore on dit il y a des choses qui bougent pas en France. Bon, et puis ils vous disent après oui, j'ai lu vos trucs là, mais c'est vrai, à chaque comice nous il y a le bal country. Donc on garde le comice, mais il y a un bal country avec une école ou un club local qui vient faire des shows, des représentations. C'est vrai que country, c'est la campagne. Enfin, voilà, mais vous m'accorderez qu'elle n'est pas... c'est pas tout à fait la même. Donc le département de la Sarthe porte comme numéro 72, et donc il y a un club de country dans la Sarthe qui s'appelle Cheyenne 72, vous voyez. Donc c'est un peu déroutant quand vous voyez ça. Il y a un phénomène que vous n'avez pas parlé dans votre livre, c'est le phénomène des reconstituteurs historiques. Moi qui fais un peu d'histoire, je me suis aperçu que ça avait beaucoup essaimé. Moi, en Normandie, je vois beaucoup de groupes de reconstituteurs vikings, mais c'est vrai aussi dans les Pays de la Loire autour de la féodalité. Je crois que c'est un peu en France, partout comme ça. Oui, on se retrouve entre communautés historiques. Alors communauté historique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle époque va être investie. Est-ce que c'est le Moyen-Âge? Ça peut être Napoléon, la Première Guerre mondiale. Il y a assez peu de Renaissance, je pense. C'est plus difficile parce que les costumes doivent coûter très cher. Voilà. Mais donc le Moyen-Âge, il y a le côté aussi, je pense, là aussi il y a un imaginaire qui est véhiculé par Hollywood, où vous voyez les Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Il y a un peu de la fantasy quand même. Voilà, exactement. Et mais il y a des puristes, il y a des vrais gens sérieux. Mais vous voyez, par exemple, c'était typiquement le profil du type qui avait giflé le président Macron. Absolument. Qui participait dans Montjoie Saint-Denis. Voilà, et qui avait un club de reconstitution, de jeux de rôle moyenâgeux,
dans sa petite ville du nord de la Oui, de ça la Drôme. poursuit un peu le jeu vidéo quelque part, mais Quelque part, en entrant un peu dans. vous savez, dans c'est le réel. un peu les jeux de rôle, etc. Donc on a tout cet univers là qui se met en place sous nos yeux. Alors, vous parliez des régions à forte identité. Il y en a une qui est très appréciée des Français, qui est la Bretagne. Donc moi, je me suis rendu en Bretagne c'était aux vacances de la Toussaint. Donc j'ai une déformation professionnelle puisque je regarde tous ces détails. Et donc on était dans cette zone bretonne dans les Côtes d'Armor où il y a une bataille très rude sur le plan de la presse locale entre le Télégramme et l'Ouest France. Donc c'est une zone où il y a les deux. Et donc il y avait 2 affichettes dans la boulangerie pour vanter la livraison du journal du matin. Et donc le Télégramme, la une, c'était tacos, les Bretons en raffolent. On était à Perros-Guirec. Et l'Ouest France répondait Lannion, ouverture d'une école de tatoueurs. Et donc je dis voilà, on est bien dans cette Bretagne d'après, c'est-à-dire que vous pouvez encore manger des crêpes et boire du cidre. Il y a des festivals. Et crêpes saucisses. Et galettes saucisses. Mais il y a aussi une école de tatoueurs. Et puis la jeunesse bretonne s'adonne aussi beaucoup au tacos. Alors sur cette jeunesse bretonne, on parlait tout à l'heure de l'économie récréative ou des loisirs, etc. On a un petit chapitre dans le livre sur l'économie des festivals de musique, les festivals de rock. Et la Bretagne est un des endroits où les Vieilles Charrues, puis il y en a sur le littoral. Et donc on s'est amusé à dire, voilà, quand on fait les études, on se rend compte que ces jeunes qui les fréquentent, en général, ils en font plusieurs dans l'été. L'été du bac ou quand ils sont étudiants. Et donc un peu comme leurs parents ou leurs grands-parents, plutôt leurs grands-parents faisaient le trobraise, vous savez, c'est le grand pèlerinage tout autour des évêchés bretons. Bah, la jeunesse bretonne aujourd'hui, elle communie là aussi. Hein, à un moment, on est tous ensemble, on vibre, on a les mêmes émotions, mais pour de la musique rock ou autre. Et puis après, on va manger un tacos ou boire une bière locale qui a été faite, voilà. Et donc c'est la Bretagne d'après. Moi, je suis plutôt France d'avant ou Bretagne d'avant que les Bretagnes d'après. Mais elle existe. Mais elle existe, ouais, c'est comme ça. Elle existe et elle peut nous sembler un peu déroutante parfois, mais on est dans cette France qui a beaucoup bougé. On a parlé un peu dans ce livre, j'en ai plus parlé dans l'archipel français. Vous avez 4000 artisans tatoueurs en France. On a 18% de la population qui est tatouée. C'est un truc qui n'existait pas il y a 40 ans. Et qui est ça, pour le coup, qui est plutôt venu d'outre-mer, non? Qui est plutôt venu du Pacifique? Alors, il y a pu avoir ça, mais il y a aussi la mode, là aussi, une influence anglo-saxonne. Aussi, oui. Les sportifs, les... Mais le tatouage, c'est souvent un signe maori, par exemple. Alors, il y a de tout. C'est plus Johnny Hallyday ou le crucifix. Non, il y a de tout. On se tatoue le prénom aussi de son Alors, enfant. Alors, de l'enfant qui n'est plus baptisé. On le tatouera. Et les moins de 35 ans, quand je dis 18% de la population est tatouée, c'est 1% des 65 ans et plus. Donc si vous n'étiez pas fan de Johnny Hallyday ou si vous n'avez pas fait votre service dans la Marine nationale, si vous êtes un homme à plus de 65 ans, il n'y a aucune chance statistique que vous soyez tatoué. Les moins de 35 ans, ils sont tatoués à 35%. Donc 4000 artisans tatoueurs. Il y avait en France, avant la réforme de la carte cantonale, 4000 cantons. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un salon de tatouage par canton. Et donc même, voilà, vous allez dans une petite ville moyenne et vous allez trouver le kebab, le marchand de tacos, le salon de tatouage. Et le salon de thé avec la chicha aussi. Et alors les bars à chicha dans certains endroits. Voilà, le bar à chicha qui se développe. Et professeur Didier Raoult, à un moment dans ses calculs sur Marseille, avait dit en fait, je pense qu'on avait sous-estimé la propagation du virus dans la jeunesse parce que moi-même, j'avais sous-estimé la diffusion de cette pratique qui est celle de la chicha et de la pipe à eau. Et donc là, pour les gestes barrières, c'était pas top. Et donc Raoult avait introduit la chicha dans son modèle de réflexion et d'estimation. Donc je sais pas ce que ça vaut. C'était beaucoup plus sérieux. Ouais, voilà, c'était beaucoup plus scientifique que nous. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, Jérôme Fourquet, d'être venu nous voir et je recommande vraiment votre livre, La France sous nos yeux. Et qui reprend d'ailleurs un petit peu le titre d'une émission sur BFM TV. Ah oui, alors qui arrive après nous. Qui arrive après, mais en tout cas, ce titre est bien choisi, je trouve, La France sous nos yeux, avant cette campagne électorale, c'est-à-dire absolument aux éditions du Seuil. Merci à vous, merci de votre invitation.